Bonjour à tous, nous allons aborder dans cette présentation les complications aiguës de la cirrhose, ce qui correspond à l'item 280 de votre programme. Vous avez ici les objectifs pédagogiques de cet item en détail que nous allons donc aborder dans cette présentation. Je n'ai pas de conflit d'intérêt. Nous allons d'abord étudier la physiopathologie des complications de la cirrhose, puis nous allons parler de ces complications une à une, à savoir l'encéphalopathie hépatique, l'acite, l'infection spontanée du liquide d'acide, le syndrome hépatorénal, et plus brièvement, nous aborderons l'acute and chronic liver failure et le sepsis chez le patient atteint de cirrhose. La physiopathologie de ces complications du foie atteint de cirrhose est donc responsable d'une hypertension portale. Cette hypertension portale, elle va avoir comme conséquence de stimuler la production de vasodilatateurs qui vont avoir un effet sur le territoire splanchnique. Une vasodilatation va donc apparaître dans le territoire splanchnique et être responsable d'une hypovolémie efficace qui va elle-même déclencher l'apparition de mécanismes compensateurs, l'activation notamment du système rénine-angiotensine, du système sympathique et de la vasopressine qui vont avoir pour conséquence une rétention hydrosodée et une vasoconstriction dans les territoires extrasplanchniques, mais également une hypercinésie cardiaque qui se traduit par une augmentation du débit cardiaque via une augmentation de la fréquence cardiaque et de la contraction myocardique afin de lutter contre la baisse de la pression artérielle moyenne. L'hémorragie digestive et l'encéphalopathie hépatique sont directement en lien avec l'existence d'une hypertension portale et de collatéral portosystémique via des varices œsophagènes et gastriques dans l'hémorragie digestive. Il y a un cours dédié à cette complication. Et pour l'encéphalopathie hépatique, ce sont des collatérales qui vont court-circuiter le foie, qui vont être responsables du passage de toxiques directement au niveau cérébral. Concernant l'acide réfractaire, c'est l'évolution péjorative de la rétention hydrosodée qui se traduit par l'apparition d'une acide initialement de faible abondance, puis d'une acide abondante, traduisant l'évolution de la maladie, une hypovolémie qui s'aggrave malgré ces mécanismes compensateurs. L'acide réfractaire est le lit du développement du syndrome hépatorénal qui correspond à une insuffisance rénale apparaissant chez un patient atteint de cirrhose. Les mécanismes conduisant à cette insuffisance rénale sont complexes et intriqués, mais on sait qu'il existe une vasoconstriction rénale majeure en lien avec l'activation des barorécepteurs, mais également une inefficience de la compensation cardiaque qui se traduit par une baisse de la perfusion rénale et le développement de cette insuffisance rénale. Au-delà de ces complications spécifiques, il existe tout au long de l'évolution d'une cirrhose, mais particulièrement chez les cirrhoses graves, le risque d'infection et de sepsis sévère qui existe. Ce sepsis, il est retrouvé dans la très grande majorité des cas d'acute and chronic liver failure, qui correspond à une décompensation de cirrhose associée à la défaillance d'organes et à une mortalité très élevée. L'encéphalopathie hépatique, la définition, c'est des manifestations neuropsychiques qui sont en rapport avec l'hypertension portale et ou l'insuffisance hépatocellulaire. Au niveau physiopathologique, ça correspond à l'accumulation de toxiques qui sont non métabolisés par le foie, et notamment l'ammonium, produit par le tube digestif et les reins, normalement éliminés sous forme d'urée, et qui, en cas de cirrhose, s'accumulent et deviennent toxiques pour le cerveau. Associé à cette accumulation, il existe des facteurs aggravants qui sont l'infection, l'inflammation, qui elle-même augmente la perméabilité de la barrière hémato-encéphalique et donc la toxicité cérébrale. Mais il existe aussi des perturbations de la neurotransmission. Tous ces éléments ensemble favorisent l'encéphalopathie hépatique et peuvent auto-entretenir l'encéphalopathie hépatique. On classe l'encéphalopathie hépatique selon la classification de Westhaven, qui est une classification clinique du grade 1, où il existe des symptômes discrets, c'est-à-dire une lenteur d'idéation, un ralentissement psychomoteur et un astérixiste discret, c'est-à-dire lorsqu'on demande au patient de fermer les yeux, de tendre les bras en cassant ses poignets, il existe des pertes du tonus musculaire très discret. Lorsqu'on passe au grade 2, cet astérixiste est plus marqué, il existe une confusion qui apparaît. Et enfin, dans le grade 3, il existe une somnolence, une désorientation, parfois un coma qui dit réactif. Et enfin, dans le grade 4, on parle de coma profond calme. Il faut chercher d'autres symptômes qui peuvent être évocateurs d'encéphalopathie, à savoir un syndrome pyramidal ou extra-pyramidal ou des convulsions. La prise en charge de l'encéphalopathie s'intéresse essentiellement à rechercher un facteur déclenchant, et en premier lieu une infection,
des troubles métaboliques comme l'hyponatrémie ou la déshydratation, mais également la prise de toxiques ou de médicaments. Globalement, toutes les complications de cirrhose peuvent se traduire par une encéphalopathie hépatique. Et il y a énormément de causes favorisant, particulièrement médicamenteuses et métaboliques. Donc il faut absolument chercher ce facteur déclenchant et l'éliminer. Et ensuite, de manière plus spécifique, il faut tenter de diminuer la production de toxiques et notamment d'ammonium. Et donc les traitements, c'est des laxatifs non absorbables ou des antibiotiques non absorbables qui vont tenter de diminuer au niveau digestif la production de toxiques. Il faut évidemment traiter la crise, mais ensuite il faut également traiter et prévenir la récidive qui sera fréquente avec des traitements de fond. Nous allons maintenant nous intéresser à l'acide. L'acide est un tournant évolutif de la maladie cirrhotique. On l'a défini comme un épanchement intrapéritonéal libre. Ça correspond à une production excessive de liquide intrapéritonéal en lien avec l'hypertension portale. Et par définition, c'est un liquide qui est transsudatif, pauvre en protides, avec une valeur seuil à 25 grammes par litre. C'est une complication très fréquente de la cirrhose, la plus fréquente et souvent révélatrice de la maladie. Il faut bien noter qu'il y a 2 tiers des cirrhoses qui sont compensées, qui vont faire de l'acide dans les 10 ans qui vont suivre le diagnostic. Il y a globalement 40% de mortalité à 1 an après une première décompensation, et c'est pour ça qu'on parle de tournant évolutif. La prise en charge, c'est toujours une ponction d'acide exploratrice pour essayer de diagnostiquer le type d'acide et s'il existe une complication. Il faut toujours rechercher des facteurs déclenchants. Et le traitement, il est, une fois qu'on a éliminé le facteur déclenchant ou traité le facteur déclenchant, des diurétiques, en particulier les anti-aldostérone, mais également les diurétiques de Lens, et souvent associés à un régime pauvre en sel. Rapidement, si on s'intéresse aux 2 grands types d'épanchements intrapéritonéaux, il y a les liquides transsudatifs et exsudatifs. Le transsudat, donc c'est comme dans le cas de la cirrhose, c'est en association avec une stimulation des barorécepteurs et des volorécepteurs cardiovasculaires, et ça se traduit par une rétention hydrosodée. Il y a 2 autres causes majeures qui donnent ce type d'épanchement transsudatif, c'est le syndrome néphrotique via la baisse de la pression oncotique du plasma et l'hypovolémie, et l'insuffisance cardiaque via la diminution du début cardiaque et du débit sanguin rénal également. Si on regarde les exsudats, c'est un mécanisme un peu différent, c'est une altération de la résorption du liquide péritonéal plutôt qu'un excès de production. Il sera se traduit niveau microscopique souvent par une inflammation du péritoine, et donc les causes qu'on retrouve, c'est la carcinose péritonéale, les tumeurs primitives du péritoine ou la tuberculose péritonéale. Une diapositive sur la ponction d'acide en elle-même, donc c'est indispensable de réaliser une ponction exploratrice en cas d'apparition d'acide. La ponction, elle se fait sur le tiers externe entre l'épine iliaque antéro-supérieure et l'ombilique. Donc ça, c'est ça la zone de point de ponction. Évidemment, chez un malade qui a beaucoup d'acide, comme sur cette photo, cela peut être difficile. Donc il ne faut pas hésiter à s'aider d'une échographie. Vous avez ici une échographie avec la sonde qui est là, la paroi abdominale, puis en noir, là, le liquide intrapéritonéal et les anses digestives qui sont repoussées. Donc c'est une bonne zone pour piquer. On pique après une asepsie locale avec du matériel stérile et des gants stériles et un champ stérile en aspiration, et le liquide qu'on récupère, il faut l'envoyer à la fois en biochimie pour avoir une analyse du taux de protides dans le liquide d'acide, mais également en bactériologie pour la cytologie et l'ensemencement des mocultures. Et dans les premières explorations, il faut aussi envoyer en anatomopathologie pour une analyse plus fine de la cellularité. Si vous parlez maintenant d'une complication en lien avec l'acide, c'est l'infection du liquide d'acide. L'infection spontanée du liquide d'acide, ça se traduit cliniquement au départ par peu de symptômes. C'est des symptômes pas très spécifiques, soit une douleur abdominale, on peut avoir une diarrhée, des vomissements, un iléus. La fièvre est tout à fait inconstante. On peut avoir des signes d'autres complications, notamment d'encéphalopathie hépatique. Globalement, c'est à toujours suspecter devant une complication de cirrhose. Paracliniquement, il y a une majoration de l'insuffisance hépatique qui est possible, notamment un ictère qui est fréquent en cas de sepsis chez le patient atteint de cirrhose. Peut y avoir l'apparition d'une insuffisance rénale. La définition, elle est sur une ponction d'acide, la présence de plus de 250 polynucléaires neutrophiles par millimètre cube et possiblement une bactériacidie. Il est important de savoir que à la fois le direct et la culture d'un prélèvement d'acide est négatif dans plus de 70% des cas. La prise en charge de l'infection du liquide d'acide, c'est une antibiothérapie qui va être dirigée
le plus souvent contre des bacilles gram-négatifs, qui est le germe le plus souvent retrouvé dans les infections communautaires, puisque c'est des translocations de bactéries intestinales. Quand on a des infections nosocomiales, attention, la part de coccigram positive augmente, même si le bacille gram-négatif reste le plus fréquent. En pratique, c'est une antibiothérapie qui est urgente, le plus souvent par des bêta-lactamines et des C3G, pour une durée souvent de 5 jours seulement, qu'on adapte à l'antibiothérapie, aux germes retrouvés, et on associe à cette antibiothérapie une perfusion d'albumine afin d'essayer de prévenir la survenue d'une insuffisance rénale, qui est une des complications fréquentes de l'infection des liquides d'acide. Il est indispensable de faire une ponction de contrôle à 48 heures afin de contrôler la bonne réponse et la bonne évolution de l'infection des liquides d'acide. Bonne évolution qui est traduite par la baisse de plus de 25% du nombre de PNN initial. Il faut bien retenir que l'infection spontanée du liquide d'acide, c'est une complication très grave. Le pronostic est sombre, parce qu'il y a plus de 70% de récidive à 1 an, et que la mortalité d'un patient atteint d'une infection du liquide d'acide est de 30 à 50% à 1 an. Je vais vous parler maintenant plus spécifiquement du syndrome hépatorénal. Le syndrome hépatorénal, c'est donc une insuffisance rénale fonctionnelle qui survient dans un contexte de cirrhose décompensée avec de l'acide et souvent une insuffisance hépatocellulaire. C'est à noter que c'est une insuffisance rénale qui persiste malgré l'arrêt des facteurs aggravants comme les diurétiques et une expansion volémique. Et si elle persiste, on rentre dans la définition du syndrome hépatorénal. La prise en charge, c'est l'élimination des autres causes, qui peuvent être des néphrotoxiques, de l'hypovolémie, et la mise en place d'un vasoconstricteur qui va lutter contre la vasodilatation splanchnique et tenter d'améliorer la perfusion rénale, associée à la perfusion et à l'expansion volémique, et on parle de perfusion d'albumine dans ce cas-là, mais le traitement, on va dire, de fond, c'est la transplantation hépatique, puisque vous voyez que même en cas d'amélioration de la fonction rénale sur ces courbes de survie, la mortalité reste majeure à distance et qu'il n'y a que la transplantation hépatique en traitant la cause initiale qui est le foie malade peut améliorer la survie. Évidemment, quand on n'arrive pas à traiter l'insuffisance rénale, la survie est majeure avec une mortalité quasi à 100% à 2 mois. Et donc, il faut bien retenir que c'est un pronostic très sombre. Je vous parle brièvement de l'acute and chronic liver failure. Donc la CLS, ça se traduit par l'existence d'une décompensation hépatique associée à des défaillances d'organes. Et ces défaillances, lorsqu'elles s'accumulent, sont associées à une majoration de la mortalité. Vous voyez la mortalité d'une décompensation traditionnelle. Lorsqu'on parle d'ACLF de grade 1, c'est une décompensation avec une défaillance d'organes, soit rénale, soit circulatoire, soit respiratoire. Il existe une majoration de cette mortalité et qui est évidemment de plus en plus importante si on accumule les défaillances. C'est une complication particulière et gravissime de la maladie hépatique qu'il faut connaître. Un mot sur le sepsis, qui est une complication extrêmement fréquente chez les patients atteints de cirrhose. Juste ce schéma pour mettre en évidence les différents stades de la maladie hépatique, donc la cirrhose, et les différents stades, juste pour vous montrer que la mortalité ou la nécessité d'être transplanté, dans plus de 60% des cas, le sepsis est le facteur déclenchant de cette évolution défavorable. Et donc c'est une complication majeure. Il faut retenir que le patient cirrhotique est un patient fragile qui fait des infections extrêmement facilement. Pour vous schématiser cette complication et vous dire que le sepsis est une urgence diagnostique et thérapeutique, je vous montre cette étude sur 126 patients atteints de cirrhose qui avaient une infection du liquide d'acide associée à un choc, et on voit que les facteurs prédictifs de mortalité, c'est les scores de gravité habituels, le lactate, mais également la durée d'instauration d'antibiothérapie. Et on voit plus on prend du retard, plus la mortalité augmente. En effet, la mortalité est déjà élevée quand on met des antibiotiques d'emblée, mais si on attend un peu, la mortalité devient majeure. Et chaque heure de retard est associée à une majoration de la mortalité, donc il faut traiter les patients atteints de cirrhose avec des antibiotiques dès qu'on a un doute sur un sepsis, puisque l'évolution peut très vite être défavorable. Les messages à retenir, c'est que le patient atteint de cirrhose, c'est un patient fragile. La décompensation est un tournant évolutif avec une morbimortalité très élevée.
Dans la prise en charge des décompensations, il faut toujours chercher un facteur déclenchant et notamment traquer une infection. Pensez à faire une ponction d'acide systématique et éviter les facteurs d'aggravation rénale et neurologique. Gardez en tête qu'une complication peut toujours en cacher une autre. Et enfin, il faut absolument, quand apparaît des décompensations, envisager la transplantation hépatique, qui est finalement le meilleur traitement à moyen et long terme pour les patients atteints de cirrhose. Je vous remercie de votre attention.